Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Graphé TV, bonjour. Bienvenue dans votre page spéciale, une page spéciale où nous parlerons de la vie chère. Une signature a été faite le 16 octobre 2024 entre la CTM, la préfecture, les différents partis, ainsi que d'autres personnes, mais vous verrez ça dans un petit instant. Voilà, donc la vie chère, c'est une situation qui sévit de plus en plus en Martinique. Nous allons discuter de cette signature et expliquer. Cette émission est faite pour vous, faite pour comprendre et comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants qui ont été mis en place le 16 octobre 2024. Je suis avec la conseillère de l'Assemblée de Martinique, Madame Sandra Casanova. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un titre long aussi, à part être conseillère uniquement. Vous êtes présidente. C'est ça, donc je suis présidente d'une commission sectorielle, c'est la commission stratégie logistique du territoire, politique de la recherche et de l'innovation, et je porte également les politiques égalitaires entre les femmes et les hommes. Très bien. Alors vous êtes aussi, vous étiez en tout cas présente lors de certaines tables rondes concernant la lutte contre la vie chère, où il y a eu, je disais, plusieurs partis. On parle par exemple du RPRAC, dirigé par Rodrigue Petitot. On a aussi la préfecture, qui était représentée par le préfet M. Bouvier. Et puis, évidemment, le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy. Cette table ronde, c'était long. Parfois, c'était 4 heures, 6 heures de négociation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment quel a été l'objet des discussions? Alors, d'abord, rappeler qu'autour de la table, il y avait également des distributeurs. Les grossistes sont arrivés sur le tard, mais ils étaient là. Il y en avait quelques-uns. Il y avait les parlementaires également. Vous avez des associations comme le MEDEF, donc des associations de professionnels, la CPME également, la MPI pour l'industrie locale. Je pense que j'ai oublié personne. Donc ensuite, rappeler que ces tables rondes ont démarré à la préfecture, que le dialogue s'est avéré au bout de la deuxième ou de la troisième table ronde impossible, puisque, souvenez-vous, l'association a quitté la table plusieurs fois. Et puis, donc le président Letchimy a décidé d'accueillir en fait à la CTM ces discussions, parce que la collectivité territoriale de Martinique, c'est la maison du peuple. Et donc, c'était normal que nous puissions jouer un rôle, on va dire, de facilitateur dans les échanges, et puis également parce que la CTM a considéré qu'elle pouvait jouer un rôle dans la baisse des prix en supprimant, on va en parler un peu plus tard, l'octroi de mer sur un certain nombre de produits. Alors comment cette initiative du président Serge Letchimy a été reçue par la préfecture? Je pense que de toute façon, la préfecture ne pouvait pas aller plus loin dans les discussions si l'association ne participait pas au débat. Donc je pense que ça a été accueilli favorablement. Et donc à partir du moment où on a organisé ces tables rondes, on a voulu qu'il y ait un résultat, quoi. C'était pas parler pour parler. Il fallait se fixer des objectifs et aussi se dire comment on allait y accéder. Donc c'est ce que nous avons fait. Et effectivement, j'ai participé personnellement aux 3 dernières tables rondes qui se sont déroulées à la CTM. Alors en 2020, on note avec notamment l'INSEE que le seuil de pauvreté, en tout cas, il est à 27% en Martinique contre 15% en France hexagonale. Un chiffre qui fait froid dans le dos, notamment par le fait que la Martinique est largement plus petite que la France. Voilà, comment on explique ça? Écoutez, je pense que déjà, je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais en tout cas, on peut facilement identifier quelques aspects.
force est de constater que malgré toutes les aides à la fois européennes, les aides d'État, on a un système productif qui ne produit pas suffisamment de valeur ajoutée pour créer des emplois. Il faut créer de la richesse pour pouvoir créer des emplois. Ça, c'est un premier point. Et donc, ça veut dire que ce modèle économique, ce modèle de développement de la Martinique, qui est en fait un héritage de la période coloniale, est arrivé à ses fins. Et donc, il faut mieux intégrer notre jeunesse, il faut certainement davantage se tourner vers notre environnement géographique, il faut aller vers plus d'innovation sur ce territoire et cesser de regarder 24 heures sur 24 en direction de l'Hexagone, puisque nous avons en Martinique un poids, puisque nous sommes région ultra-périphérique d'Europe au sein de la Grande Caraïbe, qui est un marché extraordinaire. Je rappelle que la Grande Caraïbe, c'est du plateau des Guyanes jusqu'au golfe du Mexique. C'est une population très large qui dépasse les 800 millions d'habitants, si on prend la peine de considérer à la fois une partie du Canada, une partie de la Floride, en fait toutes ces terres qui trempent à la fois dans l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes, la mer le golfe du Mexique. Vous voyez, c'est énorme. C'est à la fois l'Amérique latine, c'est à la fois la Caraïbe. Et nous n'avons pas beaucoup travaillé ce secteur parce que nous avons fait de la coopération une forme de concept sans jamais aller jusqu'à l'intégration, à la fois une intégration économique, sociale, bien sûr, mais surtout économique. Qu'est-ce qui va me motiver à aller voir mon voisin d'à côté et qu'est-ce qui va le motiver à venir me voir. Donc, au-delà des relations interpersonnelles, comment peut-on créer de la richesse ensemble dans un environnement géographique donné? Alors, des richesses ensemble, d'accord, donc c'est quelque chose, les portes sont relativement ouvertes, mais ici, intrinsèquement, en Martinique, on voit pourquoi, enfin, on se demande pourquoi la CTM notamment, puisque c'est la structure qui est représentative, en tout cas, du peuple martiniquais, pourquoi elle ne peut pas régler elle seule cette problématique épuisante de la vie chère? Alors, c'est une excellente question, mais en fait, la CTM est une émanation, est une institution française et donc dispose des prérogatives que l'État français a bien voulu donner à la collectivité territoriale de Martinique, comme aux autres collectivités qui existent dans les autres outre-mer français. Vous avez certainement remarqué que en 2022, nous avons organisé le Congrès des élus et nous demandions plus de pouvoir normatif pour pouvoir adapter au mieux les compétences de notre collectivité aux besoins réels d'évolution de notre pays. Et j'utilise volontairement le mot pays parce que vous savez, quand on est à 8000 km de l'ancienne métropole, donc de l'Hexagone, de la France continentale, il y a un certain nombre de politiques publiques que nous devons pouvoir mettre en place de manière suffisamment fluide pour être sûr qu'on va avoir des politiques publiques impactantes pour le territoire. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas? Aujourd'hui, on ne l'a pas. Vous avez vu que, et on en parle d'ailleurs dans le protocole qu'on va voir un peu plus tard, la demande de diversification du POSEI est une demande qui dure. 96% du POSEI se trouve être destiné à la culture de la canne et de la banane. Donc, on ne peut pas en même temps souhaiter une autonomie alimentaire et en même temps ne pas pouvoir obtenir des fonds européens à juste titre pour pouvoir les répartir auprès de nos petits agriculteurs et pouvoir travailler vraiment la terre avec comme objectif de nourrir à minima les Martiniquaises et les Martiniquais. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous vous rendez bien compte que si on n'a pas les moyens d'agir d'un point de vue légal, nous sommes de toute façon freinés dans notre élan. Alors, un protocole d'objectifs et de moyens, c'est un long terme, peut-être que tout le monde ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on aurait pu signer juste un protocole d'accord
ben, on n'en est pas encore, si vous voulez, à définir. En fait, ça répondait davantage à la complexité, en fait, du sujet. Un protocole d'objectifs, c'est où est-ce qu'on veut aller ensemble. Vous avez vu qu'il y a plusieurs parties prenantes autour de la table. Donc, l'objectif qu'on s'est fixé, on est remonté aux dernières statistiques de l'INSEE qui dit qu'en moyenne, le prix de l'alimentaire en Martinique est 40% plus cher que l'alimentaire en France, en moyenne. Ça reste une moyenne, voilà. Ça reste il y a vraiment quand on fait des tests, voilà. quand on fait des comparatifs, on voit vraiment une différence parfois, mais vraiment au-delà des 100% parfois. Exactement, voilà, donc, exactement. Dans une moyenne, vous avez une fourchette haute et une fourchette basse. Exactement. Et, donc, quand on voit ces prix, les personnes s'estomaquent quand même. Alors, on se dit, bon, 40%, vous êtes bien gentil avec vos estimations. Mais quand je vais au supermarché et que j'ai besoin de faire mes courses et nourrir mes enfants, je suis un petit peu embêté à devoir faire à chaque fois des choix, mais des choix vraiment drastiques. Tout à fait. Donc, vous avez raison. Donc, en fait, on part de ce constat-là. Et ensuite, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire, tous ensemble autour de la table, pour réussir à réduire ce différentiel entre la France hexagonale et... C'est ça, mais entre 5 et 25%. Exactement. Donc, on s'est posé la question de comment on pouvait avoir un tel différentiel. On est allé voir les différentes chaînes d'approvisionnement qu'utilisaient les grossistes et les distributeurs et comment tout ça se décomposait. On a vu aussi que certains avaient ce qu'on a appelé des circuits courts, donc avaient moins d'intermédiaires que d'autres. Quels sont ces... En général, c'est les plus petits, on va dire. Et puis, il y en a qui sont... alors, c'est les plus petits, non, c'est les plus gros. Et puis, pourquoi? Parce que certains sont grossistes et distributeurs. Voilà. Et puis, il y en a qui ont, sur certains produits, parce qu'en fait, 100% des produits ne répondent pas à une chaîne d'approvisionnement longue ou courte. C'est une mixité, en fait, des deux. Donc, pour revenir à votre question sur les objectifs et les moyens, une fois qu'on a dit où est-ce qu'on voulait aller, on s'est demandé comment on allait le faire. Le premier levier que la CTM avait, c'était l'octroi de mer. Donc, sur les produits qui ont été identifiés, parce qu'il faut savoir que on appelle ça des familles de produits, c'est un langage douanier que la douane utilise tout simplement pour pouvoir identifier les produits qui s'échangent. Donc, on a identifié 59 familles de produits. Pour l'octroi de mer. Pour l'octroi de mer, pour enlever la totalité de l'octroi de mer. 59 et pas 54. Hein. Non, c'est 50, vous me mettez un doute. Il y a 69 familles de produits pour la TVA et 54 pour l'octroi de mer. Vous avez raison. Donc, 54 familles de produits où la CTM a décidé de retirer l'octroi de mer. Est-ce qu'on peut quand même rappeler qu'est-ce que c'est que l'octroi de mer et à quoi ça sert? Alors, l'octroi de mer, c'est un impôt qui existe depuis fort longtemps, hein, depuis Colbert, si j'en crois ce que j'ai lu, et qui, depuis plusieurs décennies, permet aux collectivités d'être financées. Donc, c'est collecté sur les flux de marchandises qui rentrent sur le territoire. La douane collecte, reverse à la collectivité territoriale de Martinique, qui reverse aux différentes communes. Certaines communes dépendent de l'octroi de mer à plus de 80 voire 85%. Quoi. Et quand on supprime justement l'octroi de mer sur ces familles de produits, comment ces mairies subviennent-elles finalement alors? Quelle est la répercussion? Comment elles vont s'en sortir? Alors, le mécanisme qui a été mis en place, c'est que sur les produits de première nécessité, on supprime l'octroi de mer, mais on fait ce qu'on appelle un système de péréquation, mais c'est simplement pour dire qu'on va reporter de l'octroi de mer sur des produits qui sont dits de luxe. Donc, les gens ne sont pas obligés d'acheter. Est-ce que vous avez des exemples de ces produits? Oui, alors ça peut être des gros, ce qu'on appelle les SUV, les gros 4x4. Ça peut être de luxe, dit de luxe, hein, c'est-à-dire ce n'est pas des 4x4 pour aller au champ, c'est vraiment des 4x4 de ville. Ça peut être certains ordinateurs, certains téléviseurs, vraiment les produits qui ont été référencés comme étant des produits de luxe. Est-ce qu'on aura une liste? Est-ce que la population aura accès à une liste de ces produits
vraiment exhaustives pour que quand ils vont au supermarché ou autre, qu'ils puissent savoir, voilà, j'aurai une répercussion sur tel ou tel produit, sur telle ou telle chose, Tout à et fait. ne pas être mis sous le fait accompli. Est-ce qu'ils ont une La liste est publique et puis c'est aussi passé en plénière, donc ça veut dire que dès lors que ça reviendra du circuit administratif, tout le monde peut avoir le document. Donc ces 7000 produits-là, donc il faut savoir que si on considérait tout l'alimentaire, on serait sur 40 000 produits. Mais on n'a pas 40 000 références dans nos supermarchés et hypermarchés. Certainement qu'au national, on peut retrouver ces produits-là. Ce que les distributeurs nous disaient, c'est qu'en tout et pour tout, ils doivent avoir 12 000 références. Donc nous, on agit sur 7 000 produits. On a déjà agi sur plus de la moitié des produits. Donc c'est quand même un gros travail qui a été fait. Guidé par le président Letchimy, c'est vraiment important parce qu'il faut beaucoup de sang-froid et une grande sagesse et réussir à mener des débats où les tensions étaient vraiment palpables dans la salle. On a fait un gros travail sur ces produits-là. Et les effets vont être ressentis dès le début de l'année 2025. Parce que le temps que ça se mette en place, on prend 2-3 mois, je veux dire, administratifs, mais alors, vous n'avez pas d'octroi de mer sur 7000 produits alimentaires. Vous n'avez plus de TVA non plus. Cette fois-ci sur 69 familles de produits. Sur 69, donc sur une fourchette plus large, puisqu'il y avait déjà les produits du BQP, des BCBA. Voilà, donc voilà, justement, c'est l'objet de ma question. Qu'est-ce qui fait cette différence entre les 54 familles de produits décidées par la CTM et puis 69 familles de produits décidées par l'État sous couvert donc, de la c'est pas 54 plus 69, c'est les 54 plus ceux de les familles, ou en tout cas les produits. Oui, c'est cette différence, voilà. C'est quoi cette différence? Eh bien, en fait, certains produits bénéficiaient déjà de l'exonération de TVA et d'autres pas. Donc, on a juste complété la liste de la CTM avec les produits que l'État avait déjà ciblés. D'accord. Alors, la question qu'on pourrait se poser également, c'est qu'est-ce qui fait qu'on choisit 54 familles de produits? Qu'est-ce qui a orienté votre choix et pourquoi ne pas avoir fait 100% comme le RPAC l'avait demandé? 54, parce que déjà, ça représente un gros budget. Vous m'avez demandé comment les mairies allaient vivre. Il faut savoir quand même que c'est un effort de 5,9 à 6 millions d'euros pour la collectivité territoriale de Martinique. Et cet argent-là, elle a le devoir de le retrouver par ailleurs sur d'autres produits. Mais que ça ne pèse pas sur les familles les plus pauvres. Parce qu'en ça, c'est vraiment une injustice. Donc ça, c'est important qu'on puisse le souligner. Il faut savoir aussi que l'octroi de mer sert à financer certaines aides comme le RSA ou des aides aux personnes âgées parce que les dotations qui sont données aux Outre-mer français ne correspondent pas en proportion aux mêmes dotations qu'on a sur le territoire national. Vous savez, ce sont des injustices comme ça qui vous rappellent qu'il y a une histoire et que vous êtes la France, mais pas tout à fait la France. Donc, il faut savoir qu'à l'intérieur de la CTM, cet octroi de mer-là permet de rétablir un équilibre pour que les Martiniquaises et les Martiniquais ne soient pas lésés. Donc, pour continuer sur les produits, il y a aussi un effort qui a été demandé à l'État en termes de continuité territoriale, à l'État et également au principal transporteur maritime, qui est la CMA-CGM, pour abonder, et c'est de l'ordre de 11 millions d'euros. Il y a également un effort qui est fait par les grossistes et les distributeurs, puisqu'ils abondent aussi à hauteur de 11 millions d'euros. Ils s'engagent à ne pas augmenter les prix, à rester en proportion dans ce qu'ils appellent la marge, mais qui en fait c'est la somme en pourcentage qui leur permet de couvrir les charges de fonctionnement. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont respecter cela? Est-ce qu'il y a, donc on a entendu parler de l'OPMR? Donc, l'OPMR, c'est avéré insuffisant pour les contrôles, mais la directrice qui intervient plusieurs fois, vous avez dû la voir dans les débats, la directrice au niveau de la dette, qui a récupéré la compétence concurrence, répression des fraudes, a un rôle de contrôle.
et donc a mis en place, et ça a été acté aussi dans ce protocole, que le 6 de chaque mois, la liste des produits doit être transmise avec les prix pratiqués. On doit aussi y trouver les prix d'achat de ces produits et comprendre comment le prix de vente a été obtenu. Donc aujourd'hui, on aura une vraie transparence et c'est garanti ça. Et c'est exactement ça. Il faut aussi savoir que dès dimanche, 20 octobre, le gouvernement lui-même a proposé un amendement à la loi de finances 2025 pour intégrer ces notions d'élimination de la TVA et de l'octroi de mer. Donc là, c'était dimanche, alors qu'on a signé le 16 octobre. Le 20 octobre, l'amendement a été effectivement présenté. Donc vous voyez qu'il y a une vraie volonté d'agir, à la fois de la part de l'État, de la CTM, mais aussi des distributeurs et des grossistes, parce qu'ils n'ont pas le choix de toute façon. Même si, encore une fois, on comprend qu'un acteur économique doit pouvoir gagner sa vie, doit vendre et évidemment avoir un bénéfice à la fin, mais il ne faut pas continuer à installer la Martinique dans une forme de culture de la vie chère, quoi. Il pas bon qu'on ça, là, il trop cher, quoi. Je pense que c'est vraiment ce vers quoi on est en train de tendre, revenir au juste prix, que tout le monde redescende un peu sur terre et assume ce qu'il y a lieu d'assumer. Alors 28 points de négociation durant ces 7 tables rondes qui ont été faites. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ces 28 points, quels étaient ces 28 points, pourquoi ça a duré autant de temps? Alors, je ne sais pas si on a le temps de tout décortiquer, mais en tout cas, pour ces 28 points, l'essentiel, je vous dis, c'est la fin de l'octroi de mer sur ces 7000 produits et de la TVA. C'est aussi un engagement de la CMA-CGM et de l'État d'abonder dans un fonds pour 11 millions d'euros parce qu'il s'agit de gommer en fait le transport maritime et les frais d'approche. On a considéré que à peu près 2000 conteneurs par année, conteneurs 40 pieds, contenaient l'équivalent des produits de première nécessité, parce qu'on a quand même des données statistiques qui sont portées par la douane, et donc on a pu faire des calculs à partir de ces données. Bon, il y a également un engagement de la part de la grande distribution de reporter les avantages, c'est-à-dire de défalquer du calcul du prix de vente tous ceux dont ils auront bénéficié. La petite distribution s'engage également à répercuter sur son prix de vente tous ces allègements-là, les grossistes également. Donc c'est vraiment un travail collectif et collaboratif. Maintenant, ça n'a de sens que si tout le monde agit ensemble. On parle aussi d'un prix export, qui est donc un prix qui permettrait de ne pas avoir de taxes ou de frais liés au fait que le produit sort de l'Hexagone et arrive en Martinique. Donc on a aussi une grande transparence sur, vous savez, on a beaucoup parlé de la marge arrière, et donc les distributeurs et les grossistes s'engagent à mentionner sur les factures ce qu'on appelle le triple net, c'est-à-dire que le prix qui est inscrit sur la facture est vraiment le prix tout aspect confondu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge arrière qui viendrait ensuite être appliquée à un quelconque tarif. Alors, je reviens sur l'OPMR, donc l'Observatoire des marges, des prix. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont aussi signé? Alors, l'OPMR, le représentant de l'OPMR n'était pas présent le dernier jour. Il est tout seul. Ce qui a été décidé, c'est que l'OPMR doit être modifié, renforcé
Le monsieur, il est tout seul, il s'occupe de tous les outre-mer. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, Qu'est-ce qui fait qu'il soit tout seul? Comment ça se fait? mais vous savez, c'est le problème j'allais dire, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Si l'association ERPRAC avait signé ce protocole, ça n'aurait pas suffi de toute façon. Il faut rester vigilant tout au long de la vie de ce dispositif. Et il faut être en capacité de l'adapter au fil de l'eau, au fil du temps. Et c'est vraiment ça. Je pense que l'OPMR, quand ça a été décidé, ça venait d'une bonne intention. Après, vous savez que pour mettre un budget sur un organisme quel qu'il soit, il faut que des gens décident de le mettre, il faut le voter, etc. etc. Dès lors que les parties prenantes avaient constaté qu'il n'y avait pas le budget pour faire vivre ça, il fallait aléanter tout le monde. Et je pense que des fois, on manque, on est dans le feu de l'action, il y a la pression sur tout le monde et après tout retombe. Non. Ce protocole d'objectifs et de moyens doit avoir des résultats impactants, visibles par les uns et par les autres. Et rapidement. Et rapidement. Parce qu'on est vraiment dans l'urgence et qu'il y a vraiment des familles qui sont dans le besoin et on doit les accompagner. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, vous dites que les répercussions de cette signature, en tout cas, ça sera visible dès janvier 2025. Dès janvier 2025, parce qu'il y a des choses qui sont immédiatement applicables. D'accord. Et donc, là aussi, c'est un engagement des parties autour de la table, c'est de communiquer valablement pour que la population puisse savoir où regarder et constater effectivement ce qui a été fait, un avant et un après. Alors, un protocole d'objectifs et de moyens, c'est quasiment la première fois qu'on entend, ou en tout cas c'est rarement entendu, ce genre de propos, le vocabulaire employé est presque nouveau. Alors, est-ce qu'il a déjà été mis en place quelque part d'autre pour un autre sujet, autre que la vie chère, et quel a été le résultat? Non, mais certainement, des protocoles d'objectifs et de moyens, bon, on en fait dans les entreprises, dans les associations, dans le secteur public. Je vous dis, l'objectif, c'est où on veut aller. Les moyens, c'est qu'est-ce qu'on a en termes de ressources humaines, en termes de financement, en termes d'outils, de mesures, de contrôle, etc. Et c'est pour ça que vous retrouvez, c'est pour ça qu'il est quand même, il y a des points très clairs, vous retrouvez la dimension contrôle quand même, qui est très importante sur le protocole, parce que une fois qu'on a mis tout ça en place, sans la capacité de savoir si c'est respecté ou pas, ça n'a pas de sens. Donc, on dit qu'on veut baisser les prix en moyenne de 20% sur l'alimentaire, sur les 7000 produits qu'on a, en sachant qu'en Martinique, dans les enseignes que nous avons, vous n'allez pas trouver plus de 12 000 références. Donc, on peut dire tout, mais tout aujourd'hui, la CTM en particulier, n'a pas les moyens de reporter l'octroi de mer sur autre chose. Sinon, elle met en difficulté l'ensemble des mairies. Donc ça, c'est clair. Maintenant, s'il y a un effort complémentaire qui peut être fait, ça doit s'inscrire à moyen long terme et ça doit être discuté dans le cadre notamment de la continuité territoriale et évidemment en fonction des résultats, des contrôles qui seront faits sur la distribution, sur les grossistes de la place. Donc, contrôle qui sera fait donc, par l'OPMR, qui sera renforcé, vous l'avez dit. Pas par l'OPMR. Alors, dans l'OPMR, c'est-à-dire qu'il y a deux organismes. Il y a un premier contrôle qui est vraiment un contrôle étatique qui est fait par ce qu'on appelait la DGCCRF, qui a été, il me semble, intégré par la DEETS, la DEETS, dont la directrice était là, pour laquelle, pardon, la directrice était là. Et puis, à côté de ça, vous avez l'OPMR dans lequel on va avoir non seulement ce magistrat qui aujourd'hui est seul dans l'OPMR, mais on aura aussi la société civile, on aura aussi une représentation de la CTM, de la préfecture, des consommateurs et évidemment de l'association ERPRAC si elle rejoint à un moment donné ce dispositif. Parce que ce que nous avons tous souhaité, et aussi parce que je pense que c'est par le dialogue qu'on arrive à dénouer beaucoup de choses.
Très bien. Alors justement, je reviens aussi sur le ERPRAC. Alors, l'association qui a initié ces manifestations, ce mécontentement, qui a été très suivi aussi par les concitoyens. Des blocages qui n'ont pas peut-être plus, des violences qu'on a vues par-delà tout ça. Mais voilà, donc en tout cas, le ERPRAC a quand même fait quelque chose, c'est mettre le point sur les i, les barres sur les t, c'est-à-dire voilà, stop. Est-ce que ce protocole, aujourd'hui, sans le ERPRAC, parce qu'on voit sur votre page Instagram, notamment la CTM qui dit « Moment historique », la Martinique a gagné. Donc, on voit le distributeur, la CTM, la préfecture heureuse, vous êtes content, mais le ERPRAC n'est pas content. Alors, comment faire qu'est-ce que ce protocole a comme valeur aux yeux du peuple si la partie qui a initié ces discussions n'est pas d'accord? Alors, d'abord, je veux dire ma tristesse et apporter mon soutien aux entreprises qui ont beaucoup perdu, quelles qu'elles soient. Quelle que soit l'origine des propriétaires. Une entreprise, c'est beaucoup de sueur, et c'est des emplois, et c'est des familles. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je veux quand même rappeler que la CTM a, depuis novembre 2021, entamé des travaux sur la vie chère. Nous avons été vraiment gênés dans l'avancée de nos travaux parce qu'il y avait un certain nombre de freins au niveau notamment des administrations d'État avec lesquelles on devait travailler parce que les informations n'étaient pas facilement accessibles. Ce que le ERPRAC fait en mettant une partie de la population, non pas la population, et d'ailleurs le ERPRAC lui-même dit « je représente une partie de la population ». Ce que cette association fait, c'est qu'elle rappelle notamment à l'État et aux grossistes et aux distributeurs que là, il faut mettre un haut là parce qu'effectivement, les prix pratiqués, notamment dans l'alimentaire, sont des prix qui ne sont plus accessibles au commun des mortels. Et donc, effectivement, ça ramène tout le monde autour de la table. Et ça, il faut le souligner. S'il faut souligner aussi l'intérêt, et on en parlait avant l'émission, que devrait porter la population aux affaires de la cité. On a effectivement une population qui, malheureusement, a tourné le dos à la vie de la cité. Pas assez d'implication, pas assez, même dans les associations, on le voit. Hein, c'est le fait d'agir et d'agir en se disant « je fais quelque chose qui me dépasse, mais je le fais dans l'intérêt du plus grand nombre ». Et tout le monde n'a pas cette approche-là. Mais on a besoin de ça parce que c'est la population aussi qui est garante des politiques, des bonnes politiques publiques ou pas. C'est elle qui doit dire si c'est bon, si c'est pas bon. C'est d'une déception par rapport à la politique, la vie sociale. Peut-être que les choses sont devenues peut-être de plus en plus individualistes, notamment par le coût de la vie, justement. Le coût de la vie et qui a fait que les gens ne veulent plus ne trouvent plus leur place dans la politique. Mais parce que il faut. La vie de la cité. Oui, mais je pense que c'est aussi une éducation. On perd les valeurs. On perd les valeurs. Et du coup, comme c'est pas tellement important ce qui arrive à l'autre, c'est ce qui m'arrive à moi qui compte. On se retrouve dans une société dite moderne, mais qui en fait a tourné le dos à des choses qui étaient fondamentales et qui faisaient qu'on vivait mieux en société. Donc je pense qu'il y a aussi ça, les erreurs des uns et des autres, que ce soit en politique ou dans la famille ou dans l'entreprise, ça se constate, ça se rectifie et puis on redémarre. Donc je pense que c'est ça aussi. Il y a de la place pour tout le monde, mais il faut être honnête et il faut être sincère
dans ses engagements pour ne pas promettre la lune quand on sait qu'on ne va pas pouvoir donner autre chose que le lampadaire, quoi. Et je reviens sur les contraintes et les limites du système dans lequel nous évoluons, et c'est pour ça qu'on a très tôt voulu regrouper les élus dans le cadre du congrès des élus. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup échangé avec la population pour leur dire voilà où on voudrait aller, mais nous sommes contraints par un système administratif qui ne permet pas à la Martinique de faire plus que ce qui existe sur certains points. Je ne dis pas que tout est contraint, mais il y a vraiment des points fondamentaux. Je pense à la terre, au foncier. On n'est pas libre de déposséder de certains propriétaires terriens pour dire on va donner aux agriculteurs sans terre. Vous en avez entendu parler. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse travailler sur une réforme, quoi, sur une meilleure répartition des terres, et notamment des terrains agricoles. Ce n'est pas normal que nos petits agriculteurs aient essentiellement les terrains les plus pentus et que quelquefois vous voyez des savanes en friche. Ce sont des questions comme ça qu'il faut se poser. Et alors justement, parlons des agriculteurs locaux, des agriculteurs donc, qui produisent localement. Il a été octroyé pour eux 2 millions d'euros. 2 millions d'euros qui va leur servir à quoi et comment ils vont pouvoir l'utiliser? C'est dans le cadre de la diversification de l'agriculture. Le président Letchimy a souhaité, sur le POSEI, que de manière progressive, on puisse d'abord libérer 2 millions d'euros là immédiatement, enfin en 2025 réellement, 3 millions d'euros l'année suivante et 5 millions pour essayer de monter à 10 millions sur de la diversification. En d'autres termes, on a augmenté l'enveloppe du POSEI. Il ne s'agit pas de fragiliser une culture prédominante qui est la banane, enfin la culture entre la banane et la canne, mais il s'agit de progressivement rééquilibrer les choses. Donc, en fait, il faut qu'on se dise qu'il y a de la place pour toutes les intelligences et toutes les innovations sur ce territoire, mais encore faut-il permettre à chacun d'avoir accès au même levier. Très bien. Alors, si on doit récapituler, aujourd'hui, la CTM a 54 familles de produits. Vous avez supprimé 54 familles, vous n'avez pas supprimé 50 familles de produits, vous avez supprimé l'octroi de mer sur 54 familles de produits. C'est plus de 6 000 produits. Cela équivaut à peu près à entre 6 et 7 000 produits. Oui, tout à fait. La TVA aussi a été supprimée sur 69 familles de produits. On rappelle que famille de produits est un terme douanier, c'est pour ça qu'on parle comme ça. Mais ça équivaut aussi, donc, là, aux environs de 7 000 produits. On n'a pas pu aller plus loin, dû au fait que sinon, ça allait avoir une répercussion beaucoup trop importante sur les autres. Ça aurait eu une répercussion sur le financement des collectivités, mais aussi, on ne peut pas devenir un territoire où on aurait, excusez-moi, la bouche ouverte, des conteneurs d'aliments fabriqués ailleurs qui nous tomberaient dans le gosier. Et c'est fondamental pour nous de défendre la production locale, l'agriculture. On ne peut pas, d'un côté, demander du POSEI pour la diversification de l'agriculture et en même temps demander du 100% d'import. Et je vous rappelle qu'on est déjà en moyenne à 85% d'import France-Martinique. Dedans, une grosse partie, c'est de l'alimentaire et des produits domestiques. Donc, ça voudrait dire qu'aller vers du 100% de tout produit alimentaire, on ne donne aucune chance à notre production alimentaire locale et même en région. Je vous rappelle que dans ce même protocole, vous voyez que l'aide au fret qui permet de recevoir des produits soit finis, soit matières premières ou produits semi-finis qui rentrent dans la composition de produits, je pense par exemple au yaourt ou à autre chose, dès lors que les produits proviennent de la zone géographique Caraïbes, Amérique latine, on a une possibilité d'avoir un allègement de charges dessus. Donc ça nous permettrait,
finalement d'être de bons élèves en termes de transition écologique. Pourquoi aller chercher systématiquement à 8000 km des choses que je peux trouver certainement moins chères et en proximité? Et également, ça me permettrait d'un point de vue économique de bénéficier de ces produits à moindre coût. Je rappelle que pendant le Covid en particulier, dans beaucoup de régions du monde, on a redéployé ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement. On les a rendues beaucoup plus agiles, résilientes, en les faisant plus courtes. C'est-à-dire aller chercher les produits à proximité. C'est également chercher à produire de manière mutualisée en proximité également. Donc, on a raccourci les chaînes d'approvisionnement. On a mutualisé un certain nombre de moyens. On a produit en région également. Et donc, on a fait deux choses. On a eu un impact carbone moins important. Et on a également permis à des populations de manger à moindre coût. Alors, aujourd'hui, on a donc, je répète, prix baissé, 0 TVA sur certains produits, sur 69 familles de produits, 0 octroi de mer sur 54 familles de produits, et on a aussi des marges limitées, on en a parlé tout à l'heure, des grossistes et des distributeurs. Sur quels produits on pourra retrouver ces baisses? Sur des produits comme le lait, comme le riz, comme vous avez un certain nombre de produits, des pâtes, des choses qu'on retrouve généralement dans les caddies. En fait, on les a identifiées en fonction de ce qui existe déjà dans les statistiques des douanes. D'accord. Donc, c'est pas sorti du chapeau, ça s'est vraiment appuyé sur un constat lié à la consommation des années précédentes. Très bien. Très bien, ben voilà, je pense qu'on a quand même tout dit sur le protocole d'objectifs et de moyens. Un protocole qui a été signé le 16 octobre 2024 par donc, la CTM, les associations, la préfecture et les parlementaires aussi, parce qu'ils ont un travail à faire pour continuer au niveau du gouvernement, au niveau des instances nationales. Il y a un certain nombre de réformes à obtenir et de dispositifs, et notamment renforcer la continuité territoriale. Je vous rappelle que la Corse, c'est plus de 200 millions d'euros. Pour tous les Outre-mer, c'est un peu plus de 50 millions d'euros. Donc, vous voyez que c'est complètement disproportionné et ça ne répond pas aux besoins des territoires. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui être arrivé au maximum de ce que vous pouviez faire au terme de ces négociations, au terme de ces tables rondes? Est-ce qu'on peut s'attendre à plus ou on s'attendra à quoi au niveau local ou au niveau de l'import-export avec la Martinique et la France ou encore les îles à côté, comme vous le disiez? Non, il y a surtout un travail de mise en œuvre maintenant. Et là, on a agi dans l'urgence. Donc, dans l'urgence, voilà ce que nous avons obtenu. Maintenant, on doit s'inscrire, parce qu'on parle de politique publique concernant la CTM, on doit s'inscrire dans du moyen long terme. Et c'est vraiment, le travail ne fait que commencer. C'est le début du commencement. Les choses sont possibles, mais ce n'est pas le plus qui va... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Aujourd'hui, il faut mettre en œuvre. Il faut considérer ce qu'il faudra améliorer ou pas. Il faut qu'on arrive à mesurer l'impact de toutes ces décisions et ensuite régulièrement on ajuste. D'ailleurs, vous verrez que dans le protocole, il y a une clause de revoyure. Donc déjà dans un premier temps, se voir tous les mois, voire toutes les semaines, ensuite tous les mois. Et ensuite, il y a vraiment, au-delà des contrôles de l'État qui seront faits, il y a vraiment une vie à structurer autour de ce protocole pour être sûr que l'impact est bien réel pour les familles martiniquaises. Un processus qui va durer combien de temps à peu près? Ce protocole est un protocole expérimental sur 3 ans. Cela nous permettra d'ajuster au fil du temps, mais également au bout des 3 ans, de savoir s'il faut refaire quelque chose à l'identique au moment où les 3 ans arrivent, ou si effectivement il faut retravailler un dispositif. Donc vraiment 3 ans, on a le temps d'éprouver ce dispositif et de savoir comment l'améliorer au fil du temps. Et qui pourra changer, être amélioré
selon les résultats que vous allez avoir. Ce qui compte, c'est que la population soit gagnante. Donc, c'est ça qui va prévaloir au choix qui sera fait. En tout cas, la population est déjà gagnante dès maintenant, en tout cas dès 2025, le caddie pourra être un petit peu plus rempli. Oui, et puis peut-être aussi préférer la production locale. Je pense qu'il y a aussi une forme il faut apprendre à consommer de manière plus locale et plus raisonnée. On n'est pas en train de dire aux gens ce qu'ils doivent manger ou pas, mais c'est aussi de la responsabilité citoyenne de choisir de manger, de choisir d'acheter ou de ne pas acheter en fonction de ce qui correspond à nos valeurs. Encore un travail à fournir à ce niveau-là. Mais aussi par vous. Non, mais c'est par tout le monde. Par tout le monde, le travail doit être fourni. En tout cas, pour la production locale et en tout cas pour que tout le monde soit heureux et mange bien. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être venue sur le plateau, Madame Sandra Casanova. Je rappelle que vous êtes une conseillère à la stratégie logistique du territoire. Voilà, c'est un mot on en parle de plus en plus. Mais je pense que, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Merci. J'espère avoir apporté certains éléments de compréhension et évidemment, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Très bien. Merci. À très bientôt. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis sur cette page spéciale consacrée donc à la vie chère, la signature du protocole. On a parlé donc de l'octroi de mer, la TVA, ce que ce sera pour vous dans vos caddies prochainement. Et en tout cas, j'espère que vous avez eu toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur YouTube pour celles et ceux qui vont nous regarder ici. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et d'ici là, très bientôt. À la prochaine.